Proposé de venir échanger avec vous et de m'avoir donné la possibilité d'écouter les conférences précédentes qui étaient d'un très bon niveau et je remercie beaucoup les collègues qui ont parlé. Donc on va parler de mémoire humaine et d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est à la mode. Alors, quand on parle de mémoire et d'ordinateur, vous êtes tous au courant, un ordinateur c'est de la mémoire, mais c'est de la mémoire où on stocke les choses dans des petits bouts. Et après, il y a un catalogue pour pouvoir retrouver les choses avec des adresses. Voilà. Ça, c'est la mémoire des ordinateurs. Et du coup, comme il y a de la mémoire d'ordinateur partout, eh bien, on considère que la mémoire humaine, c'est comme ça. Or, il y a des philosophes, alors j'ai marqué mémoire et phénoménologie. S'il y a des philosophes dans la salle, ils vont hurler parce que Bergson n'était pas un phénoménologiste, c'est un anachronisme. Mais en fait, l'idée est la même. Il y a des philosophes qui se sont penchés sur la mémoire et qui ont dit des choses qui n'ont rien à voir avec les ordinateurs. Alors voilà ce qu'il dit. En fait, il n'y a pas de perception qui ne soit imprégnée de souvenirs. Aux données immédiates et présentes de nos sens, nous mêlons mille et mille détails de notre expérience passée. Le plus souvent, ces souvenirs déplacent nos perceptions réelles, dont nous ne retenons que quelques indications, simples signes destinés à nous rappeler d'anciennes images. C'est-à-dire qu'en fait, dès que l'on voit un objet, c'est-à-dire dès que je vois un téléphone, dès que je vois un visage, immédiatement je me souviens de téléphone, je me souviens de visage. Et qu'en fait, la conscience des choses est indissociable de la mémoire des choses, à tel point qu'on ne sait pas vraiment désintriquer les autres. Et donc, là, qu'est-ce que ça a à voir avec un ordinateur? Qu'est-ce que ça a à voir avec un ordinateur? Et donc, comme aujourd'hui, aujourd'hui il y a l'intelligence artificielle, alors du coup, la mémoire de l'intelligence artificielle, est-ce que ça peut être en rapport avec notre mémoire à nous de sujet conscient? Voilà l'objectif de cette demi-heure. Alors, on va partir de ce qui fait le noyau commun de nous, de notre intelligence, c'est-à-dire de notre cerveau en première approximation, parce que dans l'intelligence, il n'y a pas que le cerveau, on est bien d'accord, il y a quelques glandes, et puis il y a tout le corps qui participe à notre intelligence du monde. Enfin, le cerveau joue une place prépondérante, on est bien d'accord. Et puis, vous savez que dans l'intelligence artificielle aujourd'hui, il y a des réseaux de neurones aussi. Donc, avec l'intelligence artificielle et avec la pensée, on a en commun les neurones. Donc voilà un neurone, vous savez comment ça fonctionne, c'est chargé, il y a des signes moins à l'intérieur, des signes plus à l'extérieur, et parfois c'est dépolarisé. Quand on stimule un peu le neurone, localement on le dépolarise. Si c'est juste un petit peu, c'est pas grave, ça ne bouge pas. Et puis si c'est beaucoup, tac, il se dépolarise complètement, à partir d'un certain seuil. Voilà, c'est comme ça qu'un neurone fonctionne. En termes mathématiques, on appelle ça quelque chose de non linéaire, c'est-à-dire il y a un seuil. Quand on ne l'excite pas assez, ça ne lui fait rien. À partir d'un certain seuil, paf, il est complètement dépolarisé. Voilà, c'est profondément non linéaire, et c'est cette non-linéarité qui fait la puissance de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Alors, du coup, comment ça marche dans le cerveau? Vous avez plein de neurones qui sont branchés sur un neurone d'aval. Quand il y a un neurone d'amont qui est dépolarisé, ça titille un peu le neurone d'aval, mais pas trop. Quand il y a beaucoup de neurones d'amont qui sont dépolarisés, ça le titille beaucoup, il se dépolarise à son tour et il va transmettre cette dépolarisation, et etc., etc., etc. Alors, ça peut se modéliser, et c'est ce que font les informaticiens aujourd'hui. On oublie, alors j'ai marqué ça, les neurosciences connexionnistes, le deep learning, c'est-à-dire ce que fait Google, Facebook, etc., ils se foutent de ce que c'est que le cerveau. La réalité de la sérotonine, de la dopamine, c'est absolument pas leur problème. Leur histoire, c'est ça, c'est-à-dire un neurone, c'est juste un truc qui vaut 1 ou moins 1, et c'est associé avec une petite formule que j'ai mise en anglais par erreur, mais c'est pas grave, c'est-à-dire si la somme pondérée des neurones d'amont est suffisamment importante dans son excitation du neurone d'aval, alors ça excite le neurone d'aval, sinon ça le reste comme il était. Vous voyez, c'est une formule très simple. Les neurones, c'est plus ou moins 1, donc ça n'a rien à voir avec la complexité diabolique d'un seul de nos neurones, ça n'a rien à voir, mais c'est ça qui permet de faire de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Alors, ça choque beaucoup de gens, mais en fait, figurez-vous que quand les thermodynamiciens du XIXe siècle ont voulu construire la thermodynamique à partir de la constitution des gaz, c'est-à-dire c'est des molécules, avant la thermodynamique c'était intuitif, c'était avec des lois complètement empiriques, et tout d'un coup on découvre qu'il y a des atomes et des molécules qui constituent des gaz, eh bien on va dire un atome c'est une boule.
et les boules ricochent les unes sur les autres et contre les parois des murs, et c'est ça qui fait de la pression. À partir de ça, on retrouve toute la thermodynamique avec une excellente approximation, alors qu'un atome, c'est pas une boule, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est exactement ce que font les informaticiens, ils modélisent de façon brutale les neurones. Et donc voilà un cerveau. Voilà un cerveau pour de l'intelligence artificielle. Vous avez des cellules qui valent plus ou moins 1, et qui sont associées les unes avec les autres, avec des coefficients plus ou moins forts, et avec le petit algorithme comme à tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, les neurones vont être plus ou moins excités. Quand ils vont être excités, on va les mettre en noir, on va dire qu'ils s'allument, par exemple. Et donc, vous avez, le cerveau, c'est un nuage scintillant, c'est-à-dire, ça fait ça. Voilà. Les neurones s'allument, s'éteignent, s'allument, s'éteignent, s'allument, s'éteignent, s'allument, s'éteignent. Et il y a une question qui s'est posée, c'est finalement quand on a un réseau comme ça, est-ce qu'à un moment donné il s'arrête ou est-ce qu'il continue? Et comme c'est des maths en fait, il y a un théorème, on peut calculer une énergie d'un cerveau, on peut même calculer une température d'un cerveau, je trouve ça très, c'est presque romantique. Et d'ailleurs, on peut imaginer que dans le trouble bipolaire, la température du cerveau augmente, comme dans la schizophrénie. Enfin, on peut imaginer plein de choses qui sortent des sentiers battus psychopathologiques, que des gens étudient. C'est pas à la mode, mais il y a des gens qui continuent à étudier ça. Donc, on peut montrer que, voilà une formule. Quand on regarde dans le détail, en fait, ça ressemble à une énergie, un demi, vous savez, un demi de MV2, M, là, c'est les coefficients, V2, enfin, ça ressemble à une... C'est les biophysiciens qui ont... C'est un papier de 82 de Hopfield, paru dans PNAS. Voilà, et il montre que l'énergie d'un réseau de neurones ne peut que décroître au cours du temps. Comme ça ne peut pas tendre vers moins l'infini, parce que rien n'est infini, donc à un moment donné, ça converge. Voilà. Donc, un réseau de neurones, comme ça, aussi, il scintille, il scintille, il scintille, il scintille, à un moment donné, il s'arrête. Voilà, il s'arrête, et en fait, alors là, on fait une rupture épistémologique. En fait, figurez-vous que quand nous avons conscience de quelque chose, c'est le moment où notre cerveau s'arrête. Vous voyez, c'est que vous êtes dans la vie, alors vous voyez ça, bon, voilà, il y a ça, c'est des herbes, etc. C'est des herbes, vous voyez, et puis vous voyez que là, il y a un truc bizarre, et regardez le truc bizarre, et en fait, c'est un insecte. Vous voyez, c'est un insecte qui ressemble à une branche. Ah oui, voilà. Ah oui, vous voyez, ah oui, tout d'un coup vous le voyez, tout d'un coup vous avez conscience de lui, vous le voyez, et une fois que vous le voyez, ça y est, vous ne pouvez plus que le voir. Il est là, vous avez conscience de lui, vous êtes arrivé dans un attracteur, vous êtes arrivé, votre cerveau est arrivé dans un état. Alors, je ne dis pas la vérité, je dis conformément à mon modèle d'intelligence artificielle, d'intelligence humaine. C'est-à-dire au moment où votre cerveau, vous cherchez, vous voyez, vous dites tiens, il y a un truc, ouais, c'est des plantes, mais il y a un truc, etc. Et c'est quoi? Vous voyez, et votre cerveau il scintille, il scintille, il scintille, à un moment donné, tape, qui se fiche, ça y est, Eureka. Eureka. Alors là, l'ordinateur me demande d'installer des trucs et je vais lui dire que non. J'espère ne pas faire de bêtises. Voilà. C'est bon? Voilà, donc voilà. Alors, en fait, donc, du coup, on revient à notre réseau. Vous vous souvenez, l'énergie descend, elle descend, elle descend, elle descend. À un moment donné, l'énergie est minimum, on a conscience d'eux, et donc on a conscience des états de basse énergie. Alors, vous allez me dire, d'accord, mais comment ça marche en pratique? Alors, on va avoir deux phases. Une première phase, alors, en fait, dans la vie, quand nous avons conscience de choses, notamment vous avez un nouveau voisin, vous lui serrez la main pour faire connaissance, vous voyez son visage une fois, et puis vous allez voir son visage régulièrement. Vous apprenez son visage se grave quelque part dans votre cerveau. Alors comment, donc, vision de l'ordinateur, c'est du jour au lendemain, on a stocké l'image du cerveau dans l'image du voisin dans le cerveau. Mais bien sûr, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas du jour au lendemain qu'on a l'image du cerveau, qu'on a le visage du voisin. C'est petit à petit. Et donc, les connexionnistes, ceux qui ont fait, ils disent, voilà, en fait, comment se gravent les choses dans notre esprit?
Ben, quand vous avez deux neurones qui sont souvent allumés ensemble, alors le poids qui les relie augmente. Vous voyez, c'est logique. Ça s'appelle la règle de Hebb. Donc vous voyez, les neurones rouges sont souvent associés ensemble, sont souvent éclairés, allumés ensemble, ben on va augmenter le poids des coefficients qui les relient. Et moyennant cette petite règle qui date des années 50, hein, c'est une très vieille règle, on peut montrer que, du coup, les états souvent rencontrés correspondent à une énergie basse. Et donc, du coup, ben, les états souvent rencontrés, ce sont eux qui vont constituer notre mémoire et qui vont constituer notre conscience. Alors là, je fais un raccourci rapide, mais on va y revenir tranquillement, vous allez voir, enfin, en 20 minutes. Hein. Alors, ça, là aussi, contrairement aux ordinateurs, vous avez remarqué que les choses peuvent être plus ou moins mémorisées. Alors dans un ordinateur qui n'est pas une intelligence artificielle, dans un ordinateur, c'est mémorisé ou pas. La mémoire est reliée à la conscience, ça c'est ce qu'on a vu. Et on ne peut, ça c'est ce que trouvaient les philosophes avant, on ne peut être conscient que des choses que nous avons déjà rencontrées. Vous ne pouvez pas être conscient de quelque chose qui vous est complètement nouveau. Si vous voyez le Eureka que vous avez eu tout à l'heure, c'est parce que vous avez retrouvé quelque chose que vous aviez déjà en votre tête. Et ça, c'est la phrase de Bergson qu'on a revue tout à l'heure. Et vous voyez, à la lumière de ce qu'il disait, eh bien, en fait, on retrouve bien que, quelque part, mémoire et conscience sont bien mélangées les unes aux autres. Alors, vous me direz, d'accord, mais tout ça, c'est du baratin. Et jusque-là, vous avez raison. Pour l'instant, j'ai fait que raconter du baratin. Donc maintenant, on va rentrer dans le dur. Alors, comme ça va durer plus qu'un quart d'heure, c'est pas... Alors, on va d'abord proposer une nouvelle représentation de tout ça. Donc, le réseau de neurones, il a une certaine énergie, je vous ai dit tout à l'heure. Donc voilà, ce réseau, il a cette énergie. Celui-là, il a cette énergie. Celui-là, il a cette énergie. Donc on va représenter le réseau par un point, et le point il sera d'autant plus haut que l'énergie est élevée. Et puis on va relier les points qui correspondent à des réseaux, qui correspondent à des états du réseau, on va les relier par un trait quand, vous voyez ici, ce réseau et ce réseau, il n'y a qu'un neurone qui change d'état entre les deux. Donc on va les relier d'un petit trait. Vous voyez là, et puis celui-là et celui-là, il n'y a qu'un neurone qui change, c'est celui-là. Donc je vais les relier d'un petit trait. Et on va faire ça pour tous les états possibles du réseau de neurones. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a 2 puissances le nombre de neurones. Donc, vous voyez, 2 puissances le nombre de neurones. Si vous avez 100 neurones, le nombre d'états possibles, c'est 2 puissance 100, c'est plus que le nombre de particules dans l'univers. Donc, vous voyez, le nombre d'états possibles d'un réseau de neurones qui a 100 neurones, c'est plus que le nombre de particules qu'il y a dans l'univers. Donc, vous voyez, la combinatoire d'un réseau de neurones est absolument colossale. Donc voilà comment ça se représente, hein. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, plus on est haut, plus on a d'énergie. Un point, c'est un état du réseau de neurones. Plus on est bas, moins on a d'énergie. Et quand on passe d'un point à un autre point, c'est que le réseau de neurones change d'un seul neurone. Et l'énergie ne peut que décroître. Donc voilà un cerveau qui change d'état petit à petit. Vous voyez, quand je passe d'un point à un autre, c'est qu'un neurone a changé, et chaque fois l'énergie ne peut que décroître. Donc du coup, c'est comme si je dévale au fond d'un relief. Et à un moment donné, je vais arriver dans un minimum, et ce minimum, c'est là où j'aurai conscience de quelque chose, c'est là où c'est ce que vous avez expérimenté tout à l'heure quand vous avez dit, ah ben oui, j'ai vu l'insecte. Alors, vous me direz, ça c'est très spéculatif, il vous est déjà arrivé de rentrer chez vous et d'avoir oublié vos clés. Comment vous faites pour vous souvenir où sont vos clés? Est-ce que vous allez chercher dans votre cerveau l'emplacement clé? Non, ça ne marche pas du tout comme ça. Vous êtes en face de votre porte et vous vous dites, j'étais à mon bureau, j'avais mes clés, après, je suis descendu, j'ai pris l'escalier, j'étais dans ma voiture, etc., etc., etc. Ah mais non, en fait,
j'ai changé de veste, j'ai laissé ma veste là, et en fait, les clés sont dans ma veste. Vous voyez, il s'est passé tout un chemin pour vous souvenir de ce qui s'est passé. Ben en fait, voilà comment ça se passe. Vous voyez, où sont mes clés? Et puis comme tout à l'heure, quand vous voyez l'image, où sont mes clés? Et là, il se passe tout un film qui correspond à les changements de votre esprit, de votre cerveau, hein, petit à petit. Et à un moment donné, vous êtes dans un minimum énergétique. J'ai oublié mes clés, elles sont là. Il y a Eureka, comme tout à l'heure. Mais oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Et alors, vous remarquez que la mémoire humaine est associative. C'est-à-dire, on se souvient en associant. On se souvient en associant. On ne se souvient pas en allant chercher où est l'objet dans notre cerveau, on se souvient en associant. Et vous voyez où je veux en venir, en psychopathologie, où est-ce qu'on associe? Sur le divan d'un psychanalyste. Et donc c'est vraiment drôle de voir que, alors qu'aujourd'hui la psychanalyse est complètement stigmatisée comme un truc ringard, etc., alors qu'en fait le processus psychanalytique est un processus qui retrouve exactement ce que fait l'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc ça incite à un peu d'humilité de la part de beaucoup. La mémoire humaine catégorise aussi, parce que vous arrivez, votre voisin, vous avez un chat. Votre voisin a un chat aussi. Vous rentrez chez vous. Vous voyez un truc en voiture. Vous voyez un truc qui dévale devant vous. Et vous dites, qu'est-ce que c'est cette forme? Qu'est-ce que c'est cette forme, hein? Ah, c'est un chat. C'est un chat. Donc vous êtes dans un attracteur qui correspond à l'attracteur chat. Et puis vous dites, ah, c'est quel chat? Ah, non, c'est pas bien. C'est le chat du voisin. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, vous descendez dans l'attracteur chat. Et puis dans l'attracteur chat, il y a des sous-attracteurs. Il y a mon chat, alors lui il est pointu parce que votre chat, vous le connaissez. Il a gravé dans votre esprit, c'est gravé votre chat. Donc quand vous voyez votre chat, vous le reconnaissez immédiatement. Là, ça c'est l'attracteur, le chat du voisin, c'est juste un petit attracteur. Donc quand on le voit, on se dit, ah ouais, ça doit être le chat du voisin. Ce qui fait qu'on se souvient plus ou moins des choses avec un niveau de certitude différent. Alors vous me direz, c'est du baratin, encore. Donc on va faire des simulations, on va simuler un cerveau visuel, complètement imaginaire, d'un tout petit enfant. Donc voilà un cerveau visuel. Et on va considérer que ce petit enfant voit en permanence, il voit surtout trois images. Le visage de sa mère, son père et sa mère à côté, et puis imaginons qu'il est sur une île déserte, à La Réunion. Il voit son papa et sa maman, ou son papa ou sa maman partir en bateau pour aller chercher du poisson. Donc voilà, ce sont les trois images qu'il voit. Et donc, on va modéliser son cerveau avec la règle de Hebb tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Son cerveau visuel, voilà les niveaux énergétiques qu'on va avoir avec trois attracteurs qui correspondent à papa et maman, le visage de maman et le bateau. Maintenant, si le bébé est là et que sa mère arrive et qu'elle joue avec lui, elle se cache derrière un tronc d'arbre, elle montre que la moitié de son visage. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il reconnaît que c'est sa maman. Donc il voit le visage de sa maman à moitié caché, et puis il se dit, ah, il la reconnaît comme vous avez reconnu tout à l'heure l'insecte. Eh bien, on va le simuler. J'ai programmé un réseau de neurones comme ça. Et si ça marche, on appuie ici. On appuie ici. Voilà, le bébé voit le visage de maman à moitié caché. Et voilà le réseau de neurones qui converge progressivement vers le visage de sa maman. Donc voilà. Alors, après... Imaginez que le bébé voit sa mère toute seule. Vers quoi va-t-il converger? Si on reprend le schéma de tout à l'heure, il y a plusieurs possibilités. Alors voyons ce que dit la simulation du cerveau du bébé. S'il voit sa mère toute seule, eh bien petit à petit, son cerveau va converger vers, vous voyez, sa mère et son père l'un à côté de l'autre. Et ça, c'est ce qu'on voit en clinique de la pédopsychiatrie. C'est que pour un enfant, quand il est avec sa mère, il sait que son père est jamais très loin et que c'est un problème dans l'existence. De ne pas pouvoir être vraiment tout seul avec sa mère au moins une fois.
dans notre imaginaire, l'un ne va pas sans l'autre. Et puis vous savez que pour certains psychanalystes, c'est quelque chose qui structure profondément le psychisme humain. Et donc, vous voyez, ça peut se simuler très simplement avec 13 x 13 neurones binaires. Alors, si le visage de maman est trop caché, ben je peux ne pas la reconnaître. Et voilà, si on fait converger le réseau de neurones qui part de là, où est-ce qu'il va? Eh bien, il va à droite. Vous voyez, il va vers un attracteur qui ne correspond pas au visage de sa mère, c'est autre chose. Autre chose. Alors vous me direz d'où ça vient ça? Ben, c'est que dans notre réseau d'attracteurs, on n'a pas dans notre mémoire, nous pouvons avoir des faux souvenirs. Nous pouvons même avoir des fois des images bizarres en tête. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les attracteurs dans notre mémoire, il n'y a pas que les attracteurs qui correspondent à ce qu'on a déjà rencontré dans la vie. Il y a d'autres choses. Et vous voyez d'ailleurs ce qu'il y a à droite, c'est un peu un mélange des images que le bébé a vues. C'est un peu ce qu'on a dans les rêves. Vous savez, dans les rêves, on a des superpositions d'images un peu bizarroïdes. Il y a aussi des gens qui ont écrit des choses là-dessus. Et donc peut-être que quand on rêve, en fait, c'est notre cerveau qui évolue spontanément d'attracteur en attracteur et qui tombe sur des attracteurs mineurs qui ne correspondent pas à des choses qu'on a déjà vues complètement. Alors on est bien d'accord, ça vous voyez c'est typiquement une représentation de l'esprit et de la mémoire et pas du cerveau. Donc on peut se servir du cerveau pour penser l'esprit et la mémoire et le représenter même de façon un peu mathématique et formelle. Alors vous me direz, notre esprit c'est quand même pas ça. Ben oui, mais là, c'est avec un tout petit nombre de mémoires, de neurones. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec 100 neurones, le nombre de points de la grille, c'est plus que le nombre de particules dans l'univers. Donc en fait, nous, notre cerveau constitué comme un réseau de neurones, en fait, le nombre d'attracteurs possibles, il est considérable. Ça ressemble à des choses comme ça. C'est-à-dire, il y a une immensité, il y a un océan de possibilités, de se souvenir de choses, et la grande majorité de ces choses, on n'y a jamais eu accès, on n'y aura jamais accès, parce qu'on n'a jamais atterri dans tous ces attracteurs. Alors un petit bout de perspective développementale, ben vous voyez, ça c'est la croissance de l'esprit d'un humain, pas de son cerveau, de son esprit. Quand vous avez un embryon, ben vous avez un tout petit nombre de neurones, et donc vous avez des attracteurs qui sont très rudimentaires. Et puis, bien sûr, la génétique va faire qu'on est programmé, vous savez, pour capter le regard, vous voyez, capter deux petits points noirs qui sont espacés de 10 cm. Vous savez qu'à la naissance, les bébés ont leur regard qui est davantage fixé là-dessus que sur autre chose, en particulier quand ils ne sont pas autistes. Donc on est préprogrammé, voilà, à la naissance, c'est au milieu, on a déjà des attracteurs programmés par la génétique et l'environnement aussi. Ben, si vous avez été exposé à des toxiques, eh ben, peut-être que ça a fait des marques dans votre réseau d'attracteurs. Alors juste pour terminer, en 1 ou 2 minutes, récemment, il y a eu des travaux d'informaticiens assez spectaculaires qui se sont intéressés à la question suivante des images mentales. Voyez-vous, alors le philosophe Alain, il dit fermez les yeux et pensez au Panthéon, même quand on est à la Réunion, on peut penser au Panthéon. Fermez les yeux, pensez au Panthéon, essayez de compter le nombre de colonnes, vous n'y arriverez pas. Donc si vous fermez les yeux et que vous pensez au Panthéon, vous aurez une forme bizarre qui va apparaître, mais à quoi ressemble-t-elle vraiment ? Alors voilà, ils ont programmé un cerveau visuel avec, pour le nourrir, des images de chiens. Et puis ils ont essayé de regarder dans les couches profondes de leur cerveau visuel, finalement, d'essayer de décoder l'information qu'il y avait là. Et voilà ce qu'on a à droite. On a des espèces d'images à la fois floues, mais c'est comme si elles avaient capturé l'essentiel de l'information du visage du chien. Et plus vous êtes profond dans les couches de neurones, vous voyez à droite, plus vous avez des espèces d'images qui sont carrément des représentations archaïques ou des proto-représentations du visage du chien. Et en fait, c'est pas tellement éloigné que ça de ce qu'on peut imaginer percevoir quand on ferme les yeux et qu'on pense à un visage de chien.
Et vous avez certains artistes qui deviennent de moins en moins figuratifs et qui finalement peignent des choses qui ressemblent un petit peu à ça. Voilà ce que je voulais partager avec vous.